Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Je vous salue, quelle que soit votre position sur la petite planète bleue, sur notre petite planète Terre. Je vous remercie d'être à cette nouvelle édition de notre émission sur notre chaîne à nous tous. Je remercie les commentaires, les participations, les intérêts portés à cette chaîne-là et le fait que, je l'espère, vous apprenez quelque chose. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique de la vie courante. Prenons cela comme ça, une thématique de la vie ordinaire. Cette thématique, je peux la développer en plusieurs phases, mais je vais juste la développer dans le sens le plus élémentaire, en laissant les autres aspects, si nous le souhaitons, pour d'autres développements dans d'autres émissions, si c'est ce que nous voulons, bien sûr. La thématique aujourd'hui tourne autour donc d'un concept ou d'un binôme. Je vais les appeler binômes. Il s'agit de problème-solution. Voilà. Problème-solution. En fait, la plupart du temps, lorsque vous regardez les hommes, leur vie se réduit, leur existence se résout en ce binôme-là, à savoir problème-solution. Et on ne s'en rend pas compte, en fait. Généralement, on ne s'en rend pas compte. Parce que, n'ayant pas compris que l'existence tout entière est une équation, que j'appelle la grande équation divine, les gens ne savent pas que eux-mêmes, ils élaborent au quotidien des équations sous forme de concepts et que ces programmes-là gèrent au quotidien leur vie, les faisant ressembler dans la nature de ces concepts à ces concepts. Et ils finissent par perdre leur véritable identité au-delà de ces concepts. Beaucoup de personnes, leur existence est devenue problème-solution. Ces personnes, elles se réveillent le matin, c'est évaluer les problèmes, apporter des solutions. Évaluer les solutions, revisiter revoir certains problèmes et leur apporter des solutions. Et généralement, leur quotidien ne se déroule que dans cela, dans cette alternance de problèmes-solutions qu'on pourrait donc apparenter à mal et bien. De toute façon, c'est ainsi que leur mental a été configuré. Chaque individu possède une forme de spiritualité, qu'elle soit grégaire, élémentaire ou quelle que soit cette spiritualité, même si cette personne est athée, cette personne possède néanmoins sa perception de l'inconnu. Et donc, ce cultuel qui est propre à l'individu agit néanmoins sur lui, qu'il en soit conscient ou pas, d'une manière ou d'une autre. Parce que selon justement sa carte du monde, selon sa carte mentale ou sa croyance intérieure ou sa conception du monde, appelez cela comme vous voulez, il utilise un programme. Et ce programme peut être justement tout simplement limité en bien et mal, qui en fait pour nous sont d'abord et avant tout des concepts immatériels. Et donc au-delà de ces concepts-là, pour pouvoir comprendre comment évolue, fluctue l'existence, il faut la réfléchir en termes de énergie, vibration, fréquence et rythme, tout simplement. Donc si vous partez du principe que tout est énergie, et c'est le cas, et que tout ce qui est énergie vibre, et c'est également le cas, donc produit une certaine vibration, et que la vibration s'échelonne sur des ou une fréquence selon votre choix, et que cela rythme à un moment donné pour créer une certaine situation dans la vie, eh bien, vous avez parfaitement tout compris. Vous voyez déjà la situation dans laquelle l'individu se trouve, parce que en réfléchissant dans ce binôme, en restant limité à ce binôme-là, à savoir problème-solution, l'individu est ballotté, malmené dans ce que j'appellerais un courant d'énergie qui génère une vibration. Et cette vibration qui est assez redondante, cette vibration va générer un certain nombre de fréquences
et l'individu va circuler dans cette fréquence de façon rythmique. Et toute sa vie va se dérouler de cette manière-là. Et le jour où il trouve des solutions, ou le jour où son énergie, on va le dire comme ça, son énergie intérieure se positionne dans ce que j'appelle une solution, selon lui, on va comprendre tout à l'heure ce que c'est, et bien cette solution aura forcément besoin qu'il y ait un autre problème, et donc l'individu ne connaîtra jamais ce qu'il n'a pas demandé, à savoir le bonheur. Donc au-delà de problèmes et de solutions, il y a ce qu'on appelle un état de bonheur. C'est un état de transcendance, et quand l'individu ne vit pas dans ce troisième état, on dit qu'il est piégé tout simplement dans la contradiction. Il est piégé tout simplement dans le jeu des contraires. Lorsque vous étudiez la métaphysique, vous réalisez que le point de départ qu'on peut considérer comme étant l'unité a généré la dualité. Et c'est ainsi qu'on a la Trinité. Cela veut dire qu'on a le premier point de départ qui va générer ce qu'on appelle les jumeaux cosmiques. Et ces jumeaux cosmiques-là deviennent systématiquement les deux autres points de ce triangle-là. Et automatiquement, on a un triangle parfait. Et donc, dans ce triangle, la plupart du temps, les gens ne regardent que la contradiction, c'est-à-dire le jeu des jumeaux. Mais les gens ne transcendent pas le jeu des jumeaux, qu'on appelle généralement Satan, Dieu, ou si vous voulez mal et bien, ou si vous voulez Seth et Horus. Les gens ne transcendent pas cela pour plonger dans ce que les Égyptiens avaient dans leur langue appelé, que nous comprenons aujourd'hui, que nous appelons Samatawi, c'est-à-dire le fait simplement de se retrouver dans une forme d'unité éveillée, dans une forme de réconciliation, dans une forme de partage. Mais ce qui est intéressant lorsque vous lisez les mythologies égyptiennes, c'est qu'au-delà de tout ce que ces mythologies révèlent en termes de connaissance, en termes de vérité, en termes de profondeur, eh bien, il y a un élément fondamental qui ne se perd jamais et qui est traduit d'ailleurs dans le concept de Samatawi, c'est le fait qu'il s'agit d'un jeu cosmique. Je dis bien, il s'agit d'un jeu cosmique. Donc, Seth et Horus jouent à un jeu cosmique. Il est important de comprendre le caractère de jeu cosmique parce que aujourd'hui, les personnes qui subissent l'alternance de ce binôme-là que j'appelle problème-solution ne prennent pas conscience que l'existence tout entière est un jeu cosmique, un jeu élaboré par celui qui se suffit à lui-même, cette réalité inconnaissable, et bien un jeu au sein duquel l'individu est appelé à se réveiller. Vous savez, c'est comme quand vous êtes au bureau et que vous avez perdu l'aspect ludique du bureau, de votre profession. Vous avez perdu cet aspect qui permet de s'amuser, de jouer. C'est même le fait d'être parent. Si vous perdez dans le fait d'être parent cet aspect de jeu, vous voyez aujourd'hui la plupart des formes d'éducation qui veulent être facilement assimilées passent toujours par des formes de transmission ludique où on essaie de faire ressortir l'aspect jeu de la chose. C'est de la même manière que lorsque, pour les enfants, les choses se rapprochent beaucoup plus d'un jeu, les enfants assimilent facilement. Et c'est d'ailleurs pourquoi le jeu ou les jeux les intéressent. Et ça, il faut le garder à l'esprit que nous sommes dans un jeu cosmique, qu'il n'y a pas de véritable opposition entre le bien et le mal, et que leur jeu n'est qu'un jeu, une saine friction, une tension, friction agréable, dans la perspective de produire un certain nombre de courants de vie. En tout cas, on le comprend au fur et à mesure qu'on étudie, n'est-ce pas, la spiritualité et la métaphysique, mais il faut l'intégrer à son existence et arriver à la compréhension de ce binôme-là qui, en fait, ne devait pas être la phase finale de notre propre progression intérieure, de notre intériorisation. Eh bien, nous devons transcender ce binôme-là. Alors, là où je vous conduis, c'est à un élément très simple. Je vais le dire, je ne vais pas me mettre à définir un problème ou à définir une solution. De toute façon, les définitions ne nous serviront pas à grand-chose dans la mesure où
tout le monde vit déjà ce que c'est qu'un problème et tout le monde vit déjà ce que c'est qu'une solution lorsque il arrive à résoudre, selon lui, un certain problème. Donc, on peut déjà partir sur le fait d'expérience de chaque individu pour dire que, bon, subjectivement, chacun peut dire « je sais ce que c'est qu'un problème, je sais ce que c'est qu'une solution ». Alors, au niveau métaphysique maintenant, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de problème? Parce que c'est l'élément le plus important quand on parle de problème. Parce que si vous ne savez pas définir une chose, si vous ne savez pas approcher la nature d'une chose, vous risquez de bloquer la perfection du triangle ou vous risquez de bloquer l'écoulement de l'énergie de façon évolutive. Parce que c'est en comprenant véritablement la symbolique des concepts qu'on peut facilement les utiliser dans la vie quotidienne. On peut même s'amuser à les utiliser parce qu'on sait maintenant de quoi il est question. Alors, qu'est-ce qu'un problème? De façon élémentaire sur le plan métaphysique, un problème, c'est avant tout une solution. C'est très important de comprendre ça. Un problème, dans sa définition, on va appeler ça comme ça, dans sa définition élémentaire, c'est une solution. Mais c'est quel genre de solution? C'est là que ça devient intéressant. Je remonte maintenant en métaphysique pour vous faire comprendre la chose. Lorsque vous prenez la génération des dieux égyptiens, ou vous prenez par exemple, je vais aller plus directement, Seth et Horus, en fait, ce sont des personnes parentes, d'accord? Puisque Seth est l'oncle de Horus. Okay? Même si vous prenez Osiris et Seth, ce sont des frères. Donc, ce sont des parents. Ils sont parents. Ils appartiennent, comme on le dirait, au même père et à la même mère. Et donc, si vous prenez Horus et Seth également, les deux sont parents. Et donc, ils ont des liens de sang. Ils sont liés ensemble. Maintenant, revenons à notre exemple sur problème et solution. Ce qui veut dire que si on considère qu'un problème est sétien et qu'une solution est osirienne, on dira tout simplement que les deux ont un lien de sang qui leur est en commun. Les deux sont liés ensemble. Donc, si on doit revenir à la légende de Seth et de Osiris, par exemple, on dira que Seth est avant tout un Osiris, mais dans un autre versant. Tout comme on peut dire que Seth est un Horus dans un autre versant. La preuve, lorsque vous étudiez bien les mythologies égyptiennes, vous vous rendez compte que pour lutter contre Apophis, le serpent qui procède à l'extinction du monde dans le grand Pralaya, selon les cycles orientaux, eh bien, le dieu Ré, qui est généralement souvent le défenseur même de Seth, disons dans l'assemblée des dieux, le dieu Ré, en fait, il se sert de Seth, ou bien Seth est, disons, le défenseur de Ré contre le dieu Apophis. Ce qui veut dire que là où vous voyez Seth en train de revendiquer le trône de l'Égypte, tout ça c'est assez symbolique, le même Seth qui est considéré comme étant mauvais, que les chrétiens ont traduit en Satan et qu'ils ont rendu maléfique, à outrance dans le thème le plus absolu, dans l'égyptologie, le même Seth est celui qui empêche l'univers de se désagréger. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut bien comprendre la procédure. Parce que là où vous considérez une chose comme étant un problème et que vous fixez cela, on appelle ça l'absolu des contraires, c'est-à-dire que vous considérez qu'une chose est absolument mal ou qu'une chose est absolument bien, c'est ce qu'on appelle l'erreur élémentaire. Parce que les choses que vous appelez bien et mal ne sont jamais absolues. Ce sont des choses relatives. Et une chose mal quelque part peut être bien ailleurs et une chose bien quelque part peut être mal ailleurs. Et ça, il faut le garder. C'est ce qui permet le dynamisme, l'interaction et c'est ce qui génère l'unité et l'évolution. Alors, pour revenir donc à notre schéma que je vous expliquais tout à l'heure, un problème, il faut le définir de façon très simple, puisque le fondement même de toute la spiritualité est Osiris. D'accord? Donc, on va définir un problème en tenant compte de Osiris. En fait, en tenant compte du mot solution. On dira tout simplement qu'un problème, c'est une solution.
Et donc, vous comprenez maintenant que c'est vraiment une solution, c'est-à-dire les deux sont de même parent. Les deux sont des parents, sont des individus de même sang, en quelque sorte. Donc, un problème est avant tout une solution, mais une solution qu'on n'a pas encore trouvée. C'est aussi simple que ça. Un problème, c'est une solution, mais une solution qu'on n'a pas encore trouvée. Ce qui veut dire que, premièrement, la solution existe. Parce que si je me permets de vouloir trouver une chose, c'est que naturellement, la chose existe. Puisque je pars du principe que c'est donc une solution. Ce qui me reste en tête, c'est qu'un problème est une solution. Donc une solution est quelque chose qui existe déjà. C'est quelque chose qui existe déjà en ce sens que si vous définissez le concept de univers, vous comprendrez que le mot univers, dans le sens de univers, ne peut pas être en conflit avec lui-même. L'univers n'est pas en conflit avec lui-même. D'accord? Pour l'univers, l'univers est solution. Donc, il n'y a rien dans l'englobement tout de l'univers qui ne soit pas à l'actif de l'univers et qui ne permet pas à l'univers d'être univers. Ce qui veut dire en clair que l'univers est en soi la solution. Je ne dirais même pas une solution. En fait, tout l'univers, le tout est solution. D'accord? Donc, un problème ne peut être qu'une solution. Si le tout est solution, puisque le tout n'est pas en conflit avec le tout, autrement ce ne serait plus le tout, puisque le tout intègre le tout. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le tout. Partons de ce principe-là. Cela veut dire clairement qu'il n'y a pas, a priori, pour utiliser le concept aberrant de problème, il n'y a pas de problème en fait au sein du tout. C'est d'ailleurs pourquoi on a pu exprimer les données, disons, le principe hermétique, le tout est esprit. Donc, si le tout est esprit, c'est que le tout est solution. Mais pourquoi est-ce que dans solution, on trouverait des problèmes? À moins que, en réalité, il n'y ait pas véritablement de problème et qu'un problème est avant tout une solution. C'est une solution sur laquelle on n'a pas encore mis la main. L'avantage de considérer un problème plus une solution qu'un problème, c'est le fait tout simplement qu'en ayant à l'état d'esprit, puisque c'est votre esprit qui crée les choses, en ayant à l'état d'esprit que, en fait, il n'y a pas de solution, mais c'est plutôt, il n'y a pas de problème, pardon, c'est plutôt une solution, mais sur laquelle on n'a pas encore mis la main, qu'on n'a pas encore découverte, qu'on n'a pas encore trouvée, cela rend votre capacité de réussite beaucoup plus dynamique. Et vous avancez plus facilement dans la vie parce que pour vous, il n'y a jamais de problème. Il y a des individus comme ça, pour eux, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Je vais vous donner un exemple qui va vous étonner. C'est d'ailleurs l'un des exemples, au moment où je faisais mon développement spirituel, c'est l'un des exemples qui m'a le plus marqué dans ma vie et qui m'a permis déjà depuis des années de comprendre qu'en fait, les problèmes n'existent pas, mais qu'il n'existe que des solutions dans la solution. Mais lorsque je ne mets pas encore la main sur la solution, eh bien, je projette une illusion que j'appelle problème. Je crois que c'est au moment où j'avais entre 16, 18, 19 ans. À l'époque, nous étions donc à Cotonou avec les parents. Mon père adoptif, ma mère, mes soeurs, demi-frères, demi-sœurs, on vivait tous ensemble. Et donc, à chaque fin d'année scolaire, eh bien, on venait le plus souvent à Lomé pour passer les vacances. Et après, on repartait. Et donc, il nous arrivait d'aller dans la maison familiale et de passer beaucoup de temps d'ailleurs dans la maison familiale. Et dans la maison familiale, ma grand-mère, disons, avait une chambre, une petite chambre, une chambre salon. Et la chambre salon de ma grand-mère avait des clés, naturellement. La chambre est toujours là. Dans la maison familiale, vous savez, c'est comme ça que les choses se passent. Et à l'époque, lorsque j'avais, je crois, au plus 19 ans, qu'on venait, qu'on faisait les allers-retours, j'avais découvert que la porte principale ou la porte du salon, de la chambre de la grand-mère,
eh bien, la porte du salon avait 2 clés. Et donc, en tant que grand frère, je me suis approprié une clé au cas où on viendrait et qu'on ne trouverait pas quelqu'un pour nous ouvrir la porte et visiter donc la chambre. Et donc, j'avais emporté cette clé-là. Et pour moi, c'est une clé de Lomé. À l'époque, là, c'était une clé de Lomé. Et cette clé, je l'emportais à Cotonou pour pouvoir la garder au moment où on reviendrait. Et donc, j'ai gardé cette clé et lorsqu'on est reparti, on était reparti donc à Cotonou. Et l'idée m'est venue de me poser la question de savoir, mais est-ce qu'une clé d'un autre pays pouvait ouvrir une chambre dans un autre pays? Il est vrai que souvent, quand on est jeune, adolescent et tout ça, on est très curieux, on est vraiment curieux, on se pose des questions. J'avais une clé et je me suis dit, mais est-ce que cette clé pourrait ouvrir des chambres ici? J'en avais parlé à l'un de mes petits frères et on était partis tous sur le postulat que c'était impossible, qu'une clé ne pouvait ouvrir qu'une seule serrure et que la serrure se trouve à Lomé, on est à Cotonou et donc la clé ne pouvait pas ouvrir quelque serrure que ce soit. Et pourtant, je me suis dit que j'allais essayer, j'allais faire cette expérience-là parce que il faut essayer, il faut faire la chose pour démontrer, pour voir si ça marche ou pas. Et donc, j'ai commencé à introduire la clé dans plusieurs serrures et disons, ça ne marchait vraiment pas. Et il restait la chambre de ma mère. En fait, à l'époque, notre mère, elle nous terrorisait, entre griffes. Parce que déjà, son nom de cette époque-là, c'est Hebieso, c'est-à-dire tonnerre. Parce que lorsque elle veut agir, elle agit souvent avec beaucoup d'autorité. Et même à l'époque, mon père adoptif avait beaucoup peur de lui, beaucoup peur d'elle, pardon, parce qu'elle avait cette autorité-là d'agir, même en lieu et place de l'homme, en fait. Et donc, nous qui étions déjà garçons, et on avait un tout petit peu peur d'elle, et donc aller oser ouvrir sa chambre, c'était vraiment un défi. Pourtant, bon, vous savez, la curiosité dans le jardin d'Éden n'a pas raté. Raison de plus pour que ça ne rate pas d'ailleurs. Ça fait partie de notre démarche spirituelle. Et donc, j'ai voulu essayer, puisqu'elle n'était pas là, elle était au service à l'époque. Et donc, j'ai dit, ben, je ne perdais rien, je vais essayer. Et donc, j'ai introduit, disons, la clé dans la serrure de la chambre de la mère. Et, surprise, surprise, eh bien, vous devinez, la porte, la serrure a cédé, la porte s'est ouverte. Alors là, je me suis posé une question. Comment une clé de Lomé que j'apporte à Cotonou vient ouvrir une serrure à Cotonou? Je me suis dit, mais est-ce le hasard? Bon, même si le hasard, même si c'était un hasard, je découvrais que, en fait, la chose était possible. Alors, j'ai commencé à analyser la chose. En fait, la clé pour moi, c'était un problème. Et dans ma conception à l'époque, la solution, d'accord, était à Lomé, puisque la serrure était à Lomé. Mais je n'avais pas envisagé en ce moment-là que la solution pouvait être également à Cotonou. Et pourtant, en essayant, en faisant un certain nombre d'expériences, la clé a ouvert la serrure. Et là, j'ai été très surpris. Et je me suis dit, waouh, c'est formidable. Alors, je reviens à ce que je disais tantôt. En fait, est-ce que nous avons réellement des problèmes? Est-ce que si nous réfléchissons en termes d'énergie, de vibration, de fréquence et de rythme, est-ce qu'il y a réellement un problème? Puisque, comme je l'ai défini tantôt, ou comme je l'ai indiqué d'une certaine manière, un problème, c'est d'abord une solution. Mais une solution, eh bien, qu'on n'a pas encore trouvée. Donc, la chose en soi n'est pas un problème, c'est que tout simplement, la chose en soi est une solution. Puisque cette clé qui, au Bénin, était devenue un problème, en fait, pour moi, je pouvais le considérer de cette manière, en réalité, n'en était pas un.
puisque finalement, à travers un certain nombre d'expériences, eh bien, j'ai trouvé que la clé avait sa solution. Sa solution était également là. Et cela m'a trottiné un peu dans la tête à plusieurs reprises. Cela m'a montré jusqu'à quel point, la plupart du temps, nous réfléchissons avec ce binôme-là et nous pensons dans l'absolu des cas que voilà ce qui est et non voilà ce qui ne devrait pas être. Et nous réfléchissons de cette façon-là. Et nous évoluons de cette manière. Nous ne nous donnons pas d'autres possibilités de transcendance. Jusqu'à ce qu'on retrouve une clé en Chine et que cette clé vienne ouvrir, n'est-ce pas, une porte au Togo. Et là, on se pose la question, si une telle chose est possible, est-ce qu'en réalité, il y a véritablement un problème? Puisque ce qui semble être un problème est tout simplement une solution qui n'avait pas juste trouvé sa serrure. Donc, un problème, c'est une clé. D'accord? Un problème, c'est une clé. Une clé qui recherche sa serrure. Mais si c'est une clé, c'est que la serrure existe. Et donc, l'objectif pour nous n'est pas de nous plaindre sur la clé. L'objectif pour nous, c'est de retrouver tout simplement la serrure qui lui correspond. En fait, d'aller à la découverte de cette solution. Puisque un problème pour nous est fondamentalement une solution qu'il nous faut trouver. Changez votre paradigme mental. Ne dites plus, c'est mon problème, j'ai des problèmes, je souffre, j'ai ceci, j'ai cela. Là où vous dites que vous avez un problème, pour vous, votre problème est une solution pour quelqu'un d'autre. Je vous assure, votre solution que vous avez est véritablement une solution pour quelqu'un d'autre. C'est vrai que vous allez dire, je n'arrive pas à manger à ma faim, mais quelqu'un d'autre vous dira, même si je trouve ça, manger une fois par jour, ça me va. Pendant que vous mangez peut-être 2 fois par jour. Votre problème est une solution pour quelqu'un d'autre. Tout comme la clé qui était un problème, était une solution pour une autre serrure qui se trouvait dans un autre pays. En réalité, il n'y a véritablement pas de problème. Et nous devons faire vraiment l'effort d'éliminer ce mot. Si tant est que ce mot inspire des négativités en nous, nous devons éliminer ce mot et n'utiliser que le mot solution. Tout ce qui vient à vous est solution. Lorsque moi je rencontre des défis dans la vie, je ne les considère jamais comme des problèmes. Lorsqu'un défi se présente à moi, je regarde le défi et je dis, voilà encore une solution. Il faut tout simplement que je la trouve. Il faut que je la trouve. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Lorsque votre cerveau n'est configuré que pour la solution, ce que j'appelle le bonheur ou l'univers ou l'unité, lorsque votre cerveau n'est configuré que pour la solution et que votre cerveau ne voit que des solutions partout, vous allez posséder un cerveau qui ne fait que détecter des solutions. Il y a des personnes dont le cerveau est de ne détecter que des problèmes. Même quand vous leur proposez des solutions, eux, ils ne voient que des problèmes, même dans les solutions. Proposez-leur n'importe quelle solution, ils ne verront que des problèmes. À tout moment, ils ne verront que des problèmes. Et c'est ça le problème des gens. La perception que vous avez des choses crée votre réalité. Vous devez arrêter de percevoir les choses comme vous ne voudriez pas qu'elles soient. Vous devez commencer à percevoir les choses comme vous aimeriez que les choses soient. Et en fait, à l'analyse de toutes choses, si on retourne à la métaphysique égyptienne, toute la métaphysique se résume tout simplement à Osiris. C'est aussi simple que ça. Tout le mystère tourne autour de Osiris. Le reste n'existe pratiquement pas. Donc on pourrait également dire qu'en fait, le tout est solution. Et notre évolution au sein du tout doit être une perception des parties du tout comme étant autant de solutions au sein de la solution, mais que nous devons forcément trouver ou sur laquelle nous devons mettre la main. Le simple même fait de concevoir que tout ce qui vous arrive est solution, c'est ce qui vous permet de lui trouver sa serrure. Aussi simple que ça. Votre esprit est plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Votre esprit dépasse même tout ce que vous pouvez imaginer et concevoir, car la conception est liée au mental et très fort limitée. Mais votre esprit transcende même les plus inimaginables choses que vous pouvez imaginer dans votre vie. Votre esprit est mystérieux. Il dépasse même l'univers. Il est la synthèse de l'englobant tout, à tel point que
Mettez-vous dans votre chambre. Imaginez toutes les solutions que vous voulez pour un problème. Lorsque vous aurez fini, vous savez ce que votre esprit vous dira? Votre esprit vous dira que vous n'avez même pas encore réfléchi au quart du tiers de la moitié de ce que vous voulez. Parce que lorsque vous aurez fini d'imaginer toutes les solutions les plus inimaginables, votre esprit vous dira toujours, il y a toujours un pas de plus à faire. C'est incroyable. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'êtes pas dans votre tête. Vous êtes au-delà de votre tête. Vous êtes plus que votre tête. Et vous êtes plus que tout ce que vous pouvez imaginer que vous êtes ou que vous croyez que vous êtes. Vous êtes plus grand que ça. Et cette grandeur, c'est la solution. Et si vous laissez votre esprit transcender le mental pour aller au-delà, dans les dimensions que vous ne pouvez même pas concevoir et imaginer ne serait-ce qu'une fraction de seconde, si vous pouvez laisser votre esprit faire cela, votre esprit est la solution. Si vous pouvez le laisser faire ça, si vous pouvez laisser le tout agir en vous, eh bien, vous allez voir que les solutions vont s'enchaîner au fur et à mesure dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Changez votre paradigme mental. Changez votre binôme mental. Il y a solution et il y a solution qu'on n'a pas encore trouvée. Aussi simple que ça. Il y a solution qu'on n'a pas encore trouvée, il y a la solution. Aussi simple que ça. Donc, réfléchissez en ce sens. Tout ce qui vous arrive génère des émotions en vous. L'émotion que génère le mot problème est une émotion de blocage. Alors que l'émotion que génère, c'est une solution sur laquelle il faut que je mette la main. Et il y a la solution. Si vous réfléchissez comme ça, vous générez une autre forme d'énergie. Vous générez une autre forme de vibration, une autre forme de fréquence et une autre forme de rythme. Et vous allez voir que la loi d'attraction verra ce que les gens qui doivent être là pour que la solution à découvrir soit découverte, et bien ce sera toujours le cas. Mais si vous ne le faites pas, et bien vous ne trouverez que des gens à problème sur votre vie, dans votre existence, sur votre route. Vous allez toujours vous plaindre de ces gens et ça ne fera que répéter le cycle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère qu'à partir de maintenant, vous comprenez que le problème n'existe pas, mais que tout l'univers, le tout est solution et que les éléments du tout sont une infinité de solutions à l'intérieur du tout et que en réalité, un problème, c'est tout simplement une solution. Une solution sur laquelle je dois mettre tout simplement la main ou une solution à laquelle il faut que je le trouve ça sérieux. Je vous remercie, je vous retrouve à la prochaine fois et que les bénédictions soient.